Covid-19 n'a pas fini se faire s'interroger aussi bien sur la maladie, sur la stratégie des uns et des autres, sur la volonté de certains de réduire la population. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question sur soi-même. Et ça, c'est pas évident. On va poser la question à Antoine Fontaine dans Causement Réunionnais. D'éviter de parler de soi, c'est de parler des autres. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ça ? C'est plus facile de parler des autres que souvent de parler de soi. La philosophie, c'est quelque chose d'intéressant quand même, parce que c'est ce qui est à l'origine un peu de tout, des valeurs, ce qui sous-tend une société, et ce qui permet aussi effectivement de s'interroger collectivement sur ce qu'on attend d'une société et comment nous, individuellement, on participe à cela. Alors, on va citer Socrate. Tout le monde sait. Une fois n'est pas coutume. C'est évidemment plus simple. Mais on va quand même parler de Gandhi en même temps, ou de Nietzsche. Gandhi disait que il est plus facile de faire le tour du monde que de faire le tour de soi. Sans doute, c'est des mécanismes intériorisés, même depuis, qui sont génétiques, même je dirais. Et puis qui relève aussi de l'aspect lié à l'éducation qu'on reçoit durant sa puberté. Et c'est vrai que ça génère des mécanismes de fonctionnement où parfois on a souvent tendance à se voiler la face sur soi-même. Alors, se voiler la face, est-ce que au bout de 3 semaines, est-ce que l'individu prend conscience que peu à peu, ce confinement l'a profondément changé ? Je ne sais pas si les gens en ont pour l'instant encore vraiment conscience. En tout cas, peut-être s'il y en a, ils sont peut-être pas encore nombreux. S'interroger, c'est ce qu'il y a de fondamental, je dirais. Se questionner, ça a toujours été le propre de l'individu et de l'homme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas on puisse avoir dans sa généralité une appréciation sur les conséquences psychologiques et psychiques de cette mesure liée au confinement, qui est quelque chose, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, d'assez extraordinaire. C'est un fait historique majeur dans ce début du XXIe siècle, de se dire qu'on arrive, par un certain nombre de mesures, à cristalliser les peurs chez un très grand nombre d'individus. Et c'est difficile, c'est un peu un paradoxe de le dire ainsi. On voit des gens dans la rue, mais il y en a qui sont un petit peu, j'allais dire, des zombies. C'était un peu déjà le cas avant, je pense. Peut-être que là, on a une perception qui est encore plus affinée, je dirais, en tout cas pour ce qui vous concerne. Peut-être pas tout le monde n'a le même regard. Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère assez étrange, effectivement, où les gens déambulent comme ça dans la rue, se regardent un peu de loin, avec cette peur. Il y a quelque chose, en tout cas pour l'avenir, qui n'est pas forcément, je dirais, très réjouissant. C'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour aujourd'hui. Maintenant, vous passez dans la rue, vous avez votre masque, la personne qui vous connaît, qui vous regarde, vous le regardez, il ne vous reconnaît pas, vous ne le reconnaissez pas. C'est quelque chose qu'on va perdre. C'est le sourire, comment ça va, c'est ce lien social que on va commencer à perdre peu à peu. L'homme est un animal social, depuis la nuit des temps, et c'est vrai que la société vers laquelle on tend déjà aujourd'hui, a tendance à complètement détruire ce lien social et à le matérialiser, ce lien social, uniquement à travers la machine, à travers le numérique, où il y a aujourd'hui des interactions entre les gens sans trop de risques. Entre guillemets, mais c'est vrai qu'on se profile vers une société où je pense que même les meilleurs scénaristes de science-fiction n'auraient pas pu imaginer tel scénario. Oui. C'est un petit peu comme lorsque je me rappelais des livres de science-fiction que je lisais lorsque dans les années, dans les années 80, on parlait déjà de ces choses-là, d'avoir un bracelet, d'avoir quelque chose qui te permet de nous repérer là où on est, une puce. Quand on lisait ça dans les années 80, on se disait mais ça n'arrivera jamais. On est seulement que 40 ans plus tard. Oui, les choses se mettent en place progressivement. Surtout ce qui se met en place aussi, c'est si tout ça peut arriver,
c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est de la responsabilité individuelle de chacun. C'est à partir du moment où on renonce à un certain nombre de choses, sous quelque prétexte que ce soit, mais c'est vrai que ces renoncements, ce sont les acquis que nous avons pour demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'avec le coronavirus, on a renoncé sans s'en rendre compte à énormément de choses. On s'est rendu compte qu'on renonçait. Il y en a beaucoup qui se rendaient compte. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de la réponse. Lorsqu'on disait, vous restez chez vous parce qu'il y a un virus, personne ne va aller exposer sa vie ou la vie de ses proches. Lorsqu'on vous dit que vous ne sortez pas vous sortez juste pour aller faire les courses, vous prenez un papier, et imaginez comment on conditionne peu à peu l'individu, parce que l'individu a un intérêt là-dedans, c'est ne pas tomber malade et ne pas mourir. De toute façon, chaque être vivant est sur cette planète pour maintenir sa structure vivante. De toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a de survie, tout simplement. Mais cela n'empêche pas forcément aussi de réfléchir à la façon dont cette information nous est donnée, et surtout aussi, je dirais, à son traitement. Par ailleurs, parce que le traitement autour du coronavirus, le traitement médiatique, pas le traitement médical, le traitement médiatique autour du coronavirus est quelque chose de hors norme. Je pense que la première fois où on avait vécu ça, c'était au moment du 11 septembre 2001, lorsque la planète entière a assisté à l'attentat du World Trade Center, ce qui a généré un traumatisme déjà très puissant autour du terrorisme, et qui a permis à un certain nombre d'États de mettre en place des mesures et des règles qui, soi-disant, permettraient d'assurer la sécurité, parce que la sécurité est devenue quelque chose d'assez essentiel, je dirais, pour une partie de la population qui veut finalement être confrontée à aucun risque. Donc la paranoïa du terrorisme a permis à l'État donc de protéger les gens. De les protéger, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on entend par protection finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être les mesures de confinement auront peut-être permis de sauver un certain nombre de vies, mais ce que l'on ne va pas analyser peut-être, c'est les conséquences de ce confinement sur un certain nombre de personnes. Sauf que avec toute la sécurité autour du terrorisme, il y avait la bonne occasion entre guillemets de pouvoir fliquer tout le monde. À tort ou à raison, je ne critique pas la décision. Je dis juste que c'est le fait d'avoir ce cadre-là. On pouvait mettre un gendarme ou un policier ou un agent sur chaque individu qui fréquentait quelqu'un qui n'avait pas une bonne attitude. Ça, c'était une démarche. Donc, ça veut dire que avec le temps, on a réussi à avoir les bonnes raisons pour fliquer tout le monde. Les bonnes raisons, oui, c'est-à-dire leur assurer, leur assurer leur protection, une espèce de garantie à la vie, comme ça. Mais on voit bien que finalement, derrière ce souci de sécurité lié à la santé, quand même, ça en dit beaucoup, je dirais, sur l'état de nos sociétés aujourd'hui, où la santé est devenue quelque chose qui passe au-dessus de tout, au détriment même, je dirais, d'un certain nombre de choses qui participent à l'état de santé d'un individu. Aujourd'hui, on a renoncé à beaucoup de choses, par exemple sur le plan alimentaire, et l'alimentation participe à l'état de santé d'un individu et à ce qu'il soit vigoureux ou pas par rapport à ce qu'il mange. On voit bien aujourd'hui l'état de santé général dans lequel se trouve, par exemple, la population de La Réunion, où il y a énormément d'individus qui ont des maladies métaboliques. Ça, ce sont des renoncements directs qui ont une incidence pas moins directe également sur la santé des personnes. On voit aussi, en fait, qui est pas seulement à La Réunion, malheureusement, mais partout dans le monde, c'est que ce confinement, le virus, a fait stopper le travail. Il y a moins de revenus pour certains. La faim dans les pays civilisés, dits civilisés, la faim devient un spectre qui est là et qui commence à menacer la population.
On est à un moment de mutation, de toute façon, de notre société, et c'est ça qui est assez paradoxal. Je ne sais pas quand vous parlez de fin, si c'est la fin FIN ou la fin FAIM. C'était FAIM. FAIM, mais la fin, par exemple, c'est un sujet, je trouve, intéressant sur lequel aborder justement l'état de notre monde, de notre civilisation. On est aujourd'hui dans une société globale qui produit, ce sont les chiffres de la FAO, de l'Organisation pour l'alimentation, qui produit à grosso modo de la nourriture pour 9 milliards de personnes. 9 milliards de personnes, nous sommes à peu de choses près 7 milliards de personnes, et à peu de choses près encore, il y a plus d'1 milliard de personnes qui souffrent aujourd'hui de malnutrition. Alors quand je parle de malnutrition, c'est soit la faim... Alors les chiffres disent qu'il y a à peu près 8000 personnes qui meurent chaque jour de faim dans le monde. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça n'émeut personne, en fait. Si on Exactement. Ce n'est qu'un chiffre. Si on fait le calcul... Ce n'est qu'un chiffre. Disons que si ce chiffre était donné tous les jours, comme l'ont été donnés les chiffres du coronavirus, je pense qu'il y aurait un état de terreur et de panique dans toutes les populations mondiales. Sauf que ce chiffre, aujourd'hui, il n'est pas donné. On est quand même dans un système aujourd'hui qui produit aussi, par rapport à nos modes de consommation, des pollutions atmosphériques qui, elles, génèrent entre 6 et 9 millions de décès par an, sans que cela, finalement, n'émeuve absolument personne. Donc c'est vrai que la responsabilité aujourd'hui, c'est de savoir où on place le curseur, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, et finalement, qu'est-ce qu'on veut. Il faut finalement aussi s'interroger et revenir à ce dont on parlait au départ, la philosophie. Quelle est la philosophie de nos sociétés au XXIe siècle ? Alors, la faim, on le voit, aujourd'hui les gens vont avec un peu plus de dignité et un peu moins de honte aller chercher le colis alimentaire chez au CCAS ou bien dans les associations caritatives. On voit que ça s'installe aussi. Peu à peu, les gens se disent et ça, on a vu ça dans un reportage aux États-Unis, une dame qui avait un travail, qui avait une belle vie, et du jour au lendemain, elle va aussi chercher ses colis alimentaires. Comme on a des copains ici qui, aujourd'hui, n'ont plus de revenus et vont chercher le colis alimentaire. Et pourtant, ce qui est un paradoxe, qu'est-ce qu'il y en a dans les poubelles de la nourriture ? Mais il y a un gaspillage alimentaire qui est considérable. Et c'est vrai que de tout cela, finalement, on ne se pose pas les questions. Alors, je dis pas que ici, nous avons les bonnes questions, mais toujours est-il, c'est de se dire que dans une société, est-ce que, finalement, par rapport à cette problématique de la faim, est-ce que les besoins liés à l'alimentation ne devraient pas être une garantie, finalement, quelle que soit la société dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que on produit énormément de richesses. Il n'y a jamais eu autant de richesses sur la surface de cette planète, et jamais eu autant aussi de pauvreté. C'est-à-dire qu'on a un modèle de société quand même où il y a des écarts. C'est extrême. Des écarts impressionnants d'inégalité sur un territoire donné, sur un continent donné, à l'échelle de toute la planète. Et du coup, cette réflexion-là, elle n'est pas vraiment menée. J'entends beaucoup aujourd'hui, à La Réunion récemment, parler d'autonomie alimentaire. Somme toute, je dirais que qui pourrait être contre l'autonomie alimentaire, mais c'est vrai qu'entre le discours et les actes, il y a quand même un fossé qui est considérable. Et si on veut effectivement qu'à un moment donné, La Réunion atteigne cette autonomie alimentaire, il y a aussi une réflexion sur notre façon de manger et comment on mange ici à La Réunion. Quitte à revenir sur ce qu'on disait au départ, surtout, c'est quand on parle de ces traumatismes à partir de tout ce qui ont été imposés, que ce soit le confinement, que ce soit les gestes barrières, que ce soit de ne pas sortir, de rester toujours. C'est ça aussi qui génère quelque part le stress, la peur, l'angoisse, et qui change les schémas. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, ce que je déplore, c'est que pas à un seul moment, on a vu l'État mettre en avant ce problème-là, parler de ça, alerter les gens sur ces évolutions des schémas de comportement qui vont arriver. Et malheureusement, on l'a vu, ne serait-ce que pour la violence et les violences conjugales, pour ces femmes victimes,
Pour elle, malheureusement, c'est déjà arrivé. C'est peut-être pas forcément dans l'intérêt du pouvoir que d'alerter sur ce genre de conséquences inévitables, hein, je dirais, d'une telle mesure. Imaginez-vous les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui chez un adulte qui est censé avoir un peu plus d'aptitude en tout cas qu'un enfant et du recul sur les choses. Mais imaginez toute cette génération de jeunes enfants à qui on a fait reprendre aujourd'hui l'école et à qui semblerait-il l'État aurait demandé à certains professeurs de faire état de comportements qui reviendraient à critiquer la politique gouvernementale. Imaginez un peu ce que ça peut faire chez des enfants qui sont cloîtrés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, plus de 8 heures par jour. Hein, je ne sais pas si on s'imagine un petit peu ce que ça peut représenter finalement un tel enfermement d'un enfant à un si jeune âge pendant autant de temps et durant autant d'années, sur le conditionnement qu'on crée chez lui en termes d'obéissance. Et quand je dis que le pire est à venir, bien sûr que le pire est à venir, puisque ces générations-là auront été conditionnées de cette façon-là. Et que peut-être dans 30 ans ou 40 ans, les mesures que nous on trouve aujourd'hui anormales et qui sont prises quand même malgré tout, eh bien, ils n'en discuteront même pas. Pour eux, ça sera la normalité. Quels effets donc sur les schémas de comportement, aussi bien là on parle du confinement, mais il y a tout ce qu'on vit tous les jours. Et le problème est lorsque je dis que c'est dommage qu'on n'a pas averti les gens qu'il va y avoir des traumatismes, c'est malheureusement pour l'instant, on n'en parle pas. Mais à quel moment on va se dire, finalement, au sortir du confinement, il y a eu un traumatisme. C'est ce qui pose un problème, parce que tant qu'il n'y aura pas un grand professeur qui viendra, ou un grand philosophe qui viendra sur un plateau télé pour le dire, c'est ça qui est dommage, parce que il y a des gens qui vont vivre avec ça, ou qui vont avoir un mal-être avec ça, mais qui vont continuer à se développer, mais se développer avec le traumatisme. Il y a des personnes qui ont alerté quand même sur ces conséquences possibles liées aux répercussions psychologiques du confinement sur les individus, mais finalement c'est pas une information qui intéresse à ce stade aujourd'hui. Ça reviendrait quelque part à discuter même de la décision liée au confinement, quand on sait par exemple que pour les personnes malades, ça ce sont des études scientifiques également documentées, que la qualité des relations sociales joue pour une grande part sur l'état de guérison ou l'état de santé de la personne. Et quand on sait aujourd'hui à quel point, par exemple, un certain nombre de personnes âgées dans les EHPAD ont été privées de ces liens sociaux, eh bien, je ne pense pas que ces chiffres-là rentreront dans ceux du coronavirus, mais toujours est-il que la qualité des liens sociaux est effectivement importante pour l'état de santé d'un individu qui est malade. Et c'est une image que je vais sans doute garder, que tout le monde va voir à la télé, c'est de voir que cette personne, bravo à celui qui l'a confectionné, un plastique avec deux bras de chaque côté, les personnes qui viennent, chacun de son côté, qui mettent leurs bras dans les manches pour pouvoir serrer l'autre dans les bras. Ça se passe dans les EHPAD, effectivement. Et la question, elle est là. Mais quelles conséquences sur nos psychismes? Quelles conséquences? Comment on va vivre ça? Comment on va vivre avec ça? Qu'aujourd'hui, on ne peut plus se faire un câlin. Écoutez, je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Le fait que vous posiez sur ce plateau cette question, c'est un acte fort de se dire que les téléspectateurs qui auront la chance de voir l'émission pourront avoir dans un coin de leur tête ce questionnement, cette réflexion. Effectivement, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'état psychique des gens, et quelles seront à l'avenir nos relations? C'est important de se poser ce genre de questions. Moi, j'ai pas forcément la réponse. Bien sûr que je suis complètement d'accord avec votre questionnement, et que je me dis que ça a des conséquences négatives. Je le vois autour de moi. Maintenant, peut-être que cette situation, au fond, convient à un grand nombre de personnes. En fait, ça vient aussi d'un fait que beaucoup d'entre nous ont vu sur
les réseaux sociaux. C'est ce père qui est infirmier, qui rentre, il a sa tenue verte sur lui, et il pousse la porte, et c'est son fils qui court vers lui. Mais il peut pas le prendre dans ses bras. Et sa seule réaction, c'est de s'accroupir devant la porte et de pleurer. Lorsqu'on parle de conséquences, là, je ne peux pas prendre la personne qui est mon enfant, ou la personne que j'apprécie, que j'aime, de lui faire un câlin, lui faire sentir. Voilà, c'est ce refoulement, quelque part. C'est là où intervient après le libre arbitre. Hein. Ouais. Je dirais, est-ce que aujourd'hui, moi, par exemple, je me priverais d'avoir un contact physique avec les personnes que j'aime? Non, pas du tout. Je ne me priverai pas de cela parce que tout simplement. Avec le risque, avec cette peur de refiler peut-être le virus à la personne qu'on aime. Mais comme tous les virus qui existent sur cette planète, à ce moment-là, ça voudrait dire que aujourd'hui, puisque la santé est devenue le sujet qui domine tous les autres et qui écrase un peu tous les autres, ça voudrait dire que finalement, eh bien, qu'est-ce que nous avons été irresponsables lorsqu'il y a eu ces épidémies, qu'il y aura toujours ces épidémies de grippe où on transmet des virus. Oui. Les virus, ils étaient là sur cette planète avant nous, hein, en tout état de cause. Donc c'est certain que aujourd'hui, on a quand même une certaine idée de la dangerosité du coronavirus et du public type qu'il touche plus ou moins. Il faut arrêter de dire aux gens d'avoir peur du coronavirus parce que le coronavirus aujourd'hui touche 0% de la population mondiale et qu'il touche les personnes qui sont généralement atteintes de maladies chroniques. Alors bien sûr, il y a des cas exceptionnels dont on nous rabâche souvent dans les médias. Finalement, un ou deux cas exceptionnels qu'on met en lumière justement pour toujours entretenir cette peur. À un moment donné, je pense que avec tous les éléments qu'on a d'information aujourd'hui sur la dangerosité de ce virus, un individu est quand même capable de savoir s'il doit prendre ou pas son enfant dans ses bras et si son enfant a envie et si lui aussi également a envie, sans de se dire qu'il va le contaminer ou le tuer. Comme quoi, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident de penser. Et j'aurais toujours cette image de ce père qui pense d'abord à protéger son fils plutôt que à l'aimer. C'est là où on est arrivé à un niveau finalement où on se dit que on a besoin d'autorisation pour tout, en fait. On a besoin, bientôt, peut-être qu'il faudra une autorisation pour respirer, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, pour faire quelque chose, il y a un discours officiel et tout le monde s'en tient au discours officiel. Je pense que même Staline ou Mao Tse-tung n'auraient pas rêvé mieux comme régime dictatorial. Merci, Antoine Fontaine. On abordera sans doute ces robots qu'on pourrait devenir dans l'avenir. Une prochaine fois. Merci en tout cas. À bientôt. Merci à vous. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis très bon week-end.